Bonsoir, Monsieur Savard. Bienvenue aux conversations de la radio-station Angrignon. C'est avec plaisir que Monsieur Savard, coordonnateur du comité de rapprochement interculturel du quartier Ville-et-Mort-Comte-Saint-Paul, est invité ce soir pour discuter dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On pourrait commencer avec un tour de table pour se présenter chacun à notre tour. Est-ce que tu veux commencer, Judith? Oui, avec plaisir. Bonjour, Monsieur Savard. Je m'appelle Judith. Je suis étudiante en travail social et stagiaire au cadre de cette session-ci. Donc, voilà. Enchanté. Enchantée. Bien, moi, c'est Claudia. Je travaille au CARP et puis voilà. Et moi, c'est Martin. Je travaille au Centre social d'aide aux immigrants. J'aime mieux le titre d'animateur de la table parce qu'on cherche vraiment à avoir des collaborations. Le CSAI ne veut pas coordonner, on veut que ce soit en toute collégialité. Le CSAI présentement anime la table. Et c'est ça. Donc, je suis chargé de projet développement de partenariat et je travaille aussi au point de service du CSAI de la Chine. Parfait. Où je suis ce soir. Ah, bon. Pour ma part, je m'appelle Cynthia. Je suis aussi étudiante en travail social et en stage au cadre avec Judith. Ça va être Judith et moi les co-animatrices ce soir. Pour commencer, on se demandait c'était quoi le besoin initial pour créer le comité du rapprochement interculturel dans le quartier? Au départ, on a noté qu'il y avait un changement dans le portrait socio-démographique du quartier. Disons, si on remonte plusieurs années en arrière, il y avait, par exemple, une population d'origine italienne qui était là depuis plusieurs années. Mais plus récemment, la population s'est beaucoup diversifiée. Donc, si on regarde les statistiques, on n'a pas vraiment à l'échelle de Ville-et-Mort-Côte-Saint-Paul, mais on a le sud-ouest. Et on voit que plus du tiers des immigrants dans l'arrondissement sud-ouest sont établis depuis moins de 10 ans. Et c'est beaucoup plus varié. Par exemple, on a des gens du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique du Sud et également beaucoup de personnes d'origine asiatique. Donc, il y a des organismes, quand ils ont vu ce changement-là, ils se sentaient un peu moins bien outillés pour travailler avec ces nouvelles populations-là. Donc, on a décidé de se regrouper, de former ce comité-là pour qu'on partage des outils, qu'on partage des formations, qu'on échange sur les meilleures pratiques, les enjeux, essayer de trouver des solutions tous ensemble. Et donc, c'est un peu de ces idées-là, de la volonté des différents acteurs du quartier, que ce soit les organismes communautaires, mais aussi institutionnels, même le service de police de la Ville de Montréal, la commission scolaire. C'est plus les commissions scolaires maintenant, les centres de services scolaires, mais à l'époque, c'était les commissions scolaires qui étaient très enthousiastes à démarrer ce comité-là. Donc, c'est un peu de ce changement démographique du quartier que ce comité-là, le besoin du comité est né. Super. Par rapport justement aux besoins initiaux qu'on vient d'aborder, est-ce que vous avez constaté des réels impacts depuis la mise en place du comité dans le rapprochement culturel? Puis si jamais vous avez des exemples, ça serait apprécié. Oui, bien sûr. Déjà, il y a eu beaucoup plus d'activités de rapprochement interculturel qui ont été réalisées et ça en collaboration avec les organismes. C'est sûr qu'avant le CSAI, on réalisait des activités de ce genre-là, mais avec la collaboration des autres organismes, on a pu multiplier les activités, avoir une portée beaucoup plus large. Donc ça, c'est une chose. On a organisé aussi plusieurs formations. Donc j'espère que les intervenants se sentent maintenant mieux outillés. Ne serait-ce que, par exemple, les statuts d'immigration. Souvent, il y a une méconnaissance. Quels sont les différents statuts? À quels services selon les personnes immigrantes ont droit en fonction de leur statut. Donc, c'est important que les intervenants aient cette information-là qui peut paraître de base. Donc, on a pu offrir ces formations-là grâce au comité. Donc, c'est ça. Je crois qu'il y a plus d'activités et des intervenants mieux formés.
Mais peut-être Super. Oui. rajouter, pour faire le pouce à ce que venait de dire Martin, plus d'activités. Et récemment, d'ailleurs, l'année passée, le CSAI, en partenariat avec le CAD, avons développé un projet, les bibliothèques vivantes, où l'idée, c'était vraiment de travailler dans une perspective de déconstruction de préjugés et permettre des échanges où des personnes d'origine d'ailleurs ou même des personnes québécoises pouvaient être en rencontre avec des personnes immigrantes pour découvrir un peu le parcours de ces personnes, qu'est-ce que ces personnes ont réellement comme histoire, comme expérience, comme potentiel, comme expertise. C'était vraiment une approche comme dans des vraies bibliothèques, mais c'était plutôt des rencontres entre personnes où, bon, ben, le livre, c'était la personne immigrante et le lecteur, c'était la personne qui venait à ces conversations-là pour découvrir un peu comment on ferait une lecture d'un livre, pour en apprendre, pour se documenter. C'était vraiment des activités très enrichissantes et selon les commentaires des participants, des différents lecteurs, c'était très apprécié. Oh, super. Puis en sachant que vos activités viennent rejoindre plusieurs cultures, quelles sont les activités spécifiques qui sont dédiées aux personnes des communautés noires? En sachant qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs, par rapport à cette communauté-là, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus spécifiques? Je n'utiliserai pas le terme dédié aux communautés noires, je dirais plutôt qui favorise la reconnaissance de ces communautés-là, notamment dans le mois de l'histoire des Noirs, mais on cherche toujours à rejoindre la plus grande diversité de population possible, que ce soit des personnes qui sont nées au Québec, de toutes les cultures, mais c'est sûr que dans les activités qu'on organise pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment pour reconnaître l'apport de ces communautés-là. Et on a fait au cours des dernières années plusieurs activités. C'était souvent des soirées festives avec beaucoup d'activités artistiques, des témoignages, parfois très pédagogiques qui nous rappellent toute l'importance de l'histoire des communautés noires pour Montréal, pour le Québec et tout. Et donc, voilà, c'est des activités ouais, plus pour reconnaître les communautés noires, mais qui cherchent à ratisser le plus large possible. Parfait. Claudia, si tu veux ajouter quelque chose? Non, mais tu l'as vraiment très bien présenté, Martin. Effectivement, je pense qu'on est plus dans l'ordre de reconnaître la contribution des personnes de communauté noire. Et puis, vu qu'on est à la base, je fais partie du comité aussi, donc je connais un peu. À la base, on veut favoriser non seulement ce rapprochement interculturel, mais aussi mettre de l'avant les contributions des personnes, des communautés, des personnes immigrantes. Et puis, bon, dans le cas du mois de l'histoire de Noir, mais des personnes des communautés noires dans le développement socio-économique de leur communauté, de leur collectivité et de la société en général. Parfait. Pour reprendre vos mots, dans le fond, vous parliez que c'était des activités pour reconnaître la contribution, par exemple, des personnes noires dans la communauté. On a appris que le comité honore certaines personnes durant le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de ça? Oui, tout à fait. Bien, justement, encore une fois, dans l'optique de reconnaître la contribution, on trouve important de souligner le travail exceptionnel qui a été fait par certaines personnes, l'engagement pendant plusieurs années des personnes, des communautés noires dans le quartier Villemar-Côte-Saint-Paul. Et donc, c'est de ce constat-là qu'il y avait peut-être une insuffisance de reconnaissance qu'on a décidé d'honorer des intervenants du quartier. Donc, c'est le comité, c'est vraiment une décision des membres du comité. Il y a plusieurs noms qui sont soumis. Et en fonction de la qualité de l'engagement et tout, on a donc souligné le travail, par exemple, de Claudia et plus récemment d'une intervenante aussi du CSAI, Malika. On croit vraiment que c'est très important de faire connaître cet apport de ces personnes. Parfait. Donc, comme vous l'avez mentionné, Claudia, vous avez déjà été nommée lauréate. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de ce que représente cette reconnaissance-là pour vous? Ouf,
la reconnaissance représente, c'est toujours difficile de parler un peu de soi, mais ce que je peux dire, c'est, pour moi, ce que ça représente, c'est la valorisation pour ne pas redire les mots du sens même de la reconnaissance. C'est déjà la reconnaissance non seulement de l'engagement, de l'implication dans le quartier, mais encore plus la valorisation de cet engagement-là. Je pense que ça démontre aussi que ce qu'on fait a un impact. Alors, je pense que ce que ça représente, c'est la valorisation de cette implication de ma collectivité, mais en même temps, c'est comme, ouais, vas-y, il y a toute sa raison d'être, en fait, tout ce qui est fait. Parfait. Donc, j'imagine que vous aviez été choisi justement en raison de votre implication et de votre engagement au sein de votre quartier. Est-ce que vous voulez nous en glisser un mot aussi par rapport à ça? Déjà, le Sud-Ouest, c'est dès que je suis arrivée au Canada, c'était l'arrondissement où j'ai atterri au Canada, au Québec, à Montréal. Et puis, je crois une année après, je suis allée à Villemar-Côte-Saint-Paul. Donc, j'ai toujours été en lien avec le Sud-Ouest et plusieurs années avec Villemar-Côte-Saint-Paul. Et j'ai été, je dirais, en plus chanceuse, non seulement de vivre dans un quartier, mais d'y travailler aussi. Alors, je suis la fondatrice du Centre d'aide à la réussite et au développement CARD, alors un organisme qui travaille en soutien à la réussite et au développement des jeunes. En même temps, en accompagnement des parents, on travaille à différentes activités aussi, aux activités d'intégration, aux activités interculturelles. On a d'ailleurs, en 2002, je crois, écrit même un livre sur un livre comme outil d'éducation interculturelle, vivre ensemble et différents. Alors, c'est vraiment une implication dans le quartier pour les jeunes et évidemment en lien avec les parents de ces jeunes-là. Et évidemment avec tous les partenaires du milieu parce qu'on est impliqués dans la table de concertation et puis dans les différents comités du quartier. Bien, félicitations encore, c'est vraiment une très belle reconnaissance. Pour revenir à M. Savard, est-ce que vous pourriez nous partager les projets dont le comité est le plus fier? Ça nous intéresse beaucoup de savoir quel projet exactement vous rend le plus fier. C'est toujours difficile de choisir. Bien sûr, nos soirées qu'on a organisées pour le comité pour le mois de l'histoire des Noirs, on est très fiers parce que ça a vraiment été un grand succès, des soirées très agréables qui ont réuni beaucoup de monde et auxquelles beaucoup d'organismes ont participé. Donc ça, on est très fiers. Il faut savoir que si je peux choisir d'autres activités, il y a aussi la Journée mondiale des réfugiés. Pour le CSAI, on s'occupe beaucoup des réfugiés. On est le seul organisme, par exemple, à Montréal, qui s'occupe d'accueillir les réfugiés pris en charge par l'État. Mais on a aussi d'autres réfugiés, beaucoup de demandeurs d'asile avec lesquels on travaille. Donc, pour nous, c'est vraiment une journée très importante. Il y a quelques années, on avait organisé une activité au Square Cabot, au centre-ville. Mais l'an dernier, on l'a fait dans le quartier. Et encore une fois, on a eu la collaboration de beaucoup d'organismes, une journée festive avec beaucoup au parc de la Vérandrie. Et ça a été un autre grand succès. Beaucoup d'organismes, comme je mentionnais, ont participé, que ce soit des organismes du quartier, mais aussi le Haut-Commissariat aux réfugiés, des organismes aussi prestigieux que ça. Donc, ça, c'est une autre activité dont on était très fiers. Mais aussi beaucoup de plus petites activités, je crois, qui ont un impact assez important. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, on a eu une soirée, un repas avec les policiers. Parce qu'on sait que pour plusieurs personnes immigrantes, les policiers, ça peut être très intimidant, hein, particulièrement si on est réfugié et qu'on craignait la police dans son pays d'origine. Donc, on voulait faire connaître la police de Montréal. Et ça a vraiment et aussi expliqué, par exemple, aux demandeurs d'asile qui peuvent craindre de s'adresser aux policiers du Québec pour surtout pas être dans un rapport de police. Et là, les policiers ont fait une super présentation en expliquant, par exemple, qu'il y a 2 colonnes dans un rapport de police. Il y a la victime et l'agresseur. Et si on est dans la colonne victime, ben ça ne pose pas de problème. Et qu'il ne faut pas hésiter à donc s'adresser aux policiers si on en a besoin. Et à la fin, je me souviens, il y avait une personne qui disait, bon, avant, je craignais un peu la police, mais maintenant, si mon fils me dit, je veux devenir policier, ben, je vais l'encourager. Donc, ça a montré un grand changement d'attitude.
Un autre aussi, c'était la projection du documentaire Bagages dans différentes écoles du quartier. Et ça aussi, ça a été pour certains adolescents d'origine immigrante pour qui l'intégration se passait un petit peu plus difficilement. Le fait de voir ce documentaire-là sur l'expérience de d'autres adolescents et la progression et la participation donc, à la pièce de théâtre dont on parle dans le documentaire, pour eux aussi, ça a été peut-être un moment charnière dans leur intégration. Mais voilà, donc il y a des grosses activités, mais il y a aussi les petites activités qui ont peut-être des impacts sur moins de personnes, mais des impacts très importants. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir à quel point vous aviez vraiment une diversité d'activités, puis que toutes ces activités-là apportent probablement quelque chose de pertinent pour différentes populations, différents groupes aussi. Par rapport à ça... Si vous me permettez, je tiens à souligner aussi le travail de mon ancien collègue Armin Bourouman, parce que moi, je suis animateur du comité depuis quelques mois à peine, mais toutes ces activités-là, à l'époque, c'était mon collègue Armin qui s'était occupé de l'organisation en collaboration avec les autres organismes du quartier. Donc, pour poursuivre, on aimerait savoir si vous pouviez décrire le comité en une seule phrase. Quelle serait-elle? Grosse question. Oui. Ben, je dirais que le comité, c'est un bâtisseur de ponts qui vise à créer, à rendre du quartier Villemar-Côte-Saint-Paul un quartier accueillant pour toutes les personnes de toutes les communautés. Si j'avais résumé en une phrase, c'est ce que je dirais. C'est une très belle phrase. Claudia, est-ce que tu ajouterais quelque chose à ma phrase? Non, c'est vraiment une très belle phrase, justement, que je n'ai rien rajouté, mais j'ai plutôt une question, en fait. Oui. J'aime vraiment la façon que tu l'apportes, Martin, un bâtisseur de pont, mais en même temps, toi et moi savons que dans le quartier, on a une table de concertation avec plein de comités qui travaillent sur des questions d'intégration des personnes immigrantes de façon transversale. Et je me dis, quel est ton regard en fait par rapport à ça? Autant on a une table de concertation avec les comités où tous les acteurs sont déjà réunis. Quel est ton regard en fait si on doit prendre un petit recul? Il a fallu que le comité vienne comme quelques temps après. Quel est ton regard par rapport à ça? Ben déjà, l'idée que ça devienne un comité peut-être permanent, lié à la table, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit présentement. Est-ce que ce serait une belle avenue? Et je crois que ce serait quelque chose d'intéressant. Et c'est sûr qu'il faut que tous les autres comités des tables traitent des enjeux liés au rapprochement interculturel. Il ne faut pas que ce soit sectoriel. Comme tu dis, c'est un enjeu transversal. Et le rôle peut-être de ce comité-là, c'est de tisser des liens également avec les autres comités. Comité logement, par exemple, parce qu'on sait peut-être que les nouveaux arrivants ne connaissent pas bien leurs droits et responsabilités en matière de logement. Ils peuvent se faire exploiter par des propriétaires. Donc, il faut tisser des liens avec les sous-comités de la table qui s'occupent de logement. Tous les autres comités, il faut se concerter ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien dans les mois à venir, c'est accroître la portée du comité et faire plus de liens avec les autres sous-comités. Mais en tout cas, depuis l'existence du comité, tu l'as mentionné avec non seulement les activités en lien avec le comité, les grands événements, mais aussi toutes les petites activités qui sont faites. On peut remarquer justement l'impact, les retombées des actions du comité à différents niveaux. Et je pense que ça nous rappelle aussi l'importance, tu le décrivais dans la présentation de la création du comité, le visage aussi du quartier. Moi, je suis à Villemar depuis 2000, 2001, je ne sais plus trop, mais on peut voir comment ça a changé, on peut voir, même quand on parle des Africains, mais c'est vraiment une diversité des personnes africaines qui sont dans le quartier, de l'Asie, c'est une diversité aussi. Avant, on avait beaucoup de Chinois, mais on a des gens du Bangladesh, on a des gens de l'Inde, effectivement, non seulement quand on remarque, on le voit au quotidien, mais les activités aussi travaillent dans le sens de refléter le visage réel du quartier. Et puis là-dessus, le comité fait un grand travail. En poursuivant, depuis bientôt 1 an, on doit s'adapter face à la pandémie. Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur les activités du comité? Ça a eu un impact très important.
D'abord parce que les organismes ont dû se mettre en mode urgence pour répondre aux besoins des personnes vulnérables qui les fréquentent. Donc, c'est sûr que à ces moments-là, les gens ont moins de temps consacré à la concertation. Donc, il y a eu comme une pause et ça se comprend tout à fait parce qu'il fallait répondre aux besoins euh, le plus rapidement possible. Et également pour les activités. On s'entend que les activités de rapprochement interculturel, ça fonctionne particulièrement bien si on est en présence des gens. Les soupers interculturels, les projections suivies de discussions, ça se passe mieux. Et surtout qu'il y a une grande fatigue de Zoom aussi. Alors, les gens sont beaucoup moins intéressés à participer aux activités. Et il y a également des gens qui n'ont pas accès aux technologies de l'information, n'ont pas une Internet haute vitesse où c'est très limité et ils vont conserver la bande passante pour leurs enfants qui doivent aller à l'école par Zoom. Donc, ça limite beaucoup la participation. Donc, on est encore en train de réfléchir sur l'adaptation des activités pour essayer de réaliser des activités qui soient quand même rassembleuses. Bon, la première activité qu'on a faite, c'était une galerie virtuelle avec les photos qui ont été prises par des personnes immigrantes. Les endroits que ces personnes trouvaient accueillants et les endroits qu'ils trouvaient moins accueillants et pourquoi. Donc, ça a été fait. Puis on voulait diffuser un peu les résultats. Donc, on a fait une petite galerie virtuelle. Donc, c'est comme un musée en ligne. On peut se promener d'une salle à l'autre et voir qu'est-ce qui est... c'est ça, les lieux qui sont symboliques pour les personnes immigrantes. Donc, ça, c'est une adaptation qu'on a faite et on réfléchit vraiment pour adapter toutes les autres activités. Mais je ne vous cacherai pas que ce n'est pas facile. C'est tout un défi et qu'on espère bientôt pouvoir recommencer à faire des activités en présentiel. C'est sûr. Est-ce que vous avez essayé de faire des soupers via Zoom quand même? Non, non, c'est ça. On est vraiment en train de réfléchir. Là, les dernières rencontres du comité, ça portait vraiment sur... On a revu complètement la programmation et donc on va proposer bientôt d'autres activités. Parfois, on va essayer peut-être hybride. Il y a toutes sortes de suggestions très créatives, mais ça va être déterminé là, dans les prochains jours et prochaines semaines. Super. Il y a une chose qu'on reconnaît à la COVID, à cette pandémie, c'est aussi la révélation que chacun de nous constate, cette capacité de s'adapter, cette créativité. Alors là-dessus, je fais confiance parce qu'avec la COVID, on a appris à développer des choses, à innover et puis à être très créatif. Alors, Tout à fait. Vous relevez le point que ça peut être difficile de s'adapter en temps de pandémie. Est-ce que vous pensez que le regard du comité sur l'interculturalité a changé durant cette pandémie-là? Si oui, comment? Je dirais peut-être de la société en général, parce que le comité, c'est des gens qui font partie de la société. Un exemple positif, c'est ceux et celles qu'on appelait les anges gardiens. Par exemple, on sait qu'avant la pandémie, il y avait vraiment des mauvais sentiments à l'égard des demandeurs d'asile on pensait qu'on allait être envahi par les demandeurs d'asile qui traversaient le Roxham Road et tout. Et là, la pandémie a permis de faire comprendre aux gens que les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui travaillent fort. Il y a beaucoup qui travaillent dans le domaine de la santé, qui sont dans les zones rouges des hôpitaux, des résidences pour personnes âgées. Donc ça, c'est peut-être un élément positif que la pandémie a eu, c'est qu'on a pu mettre en lumière leur travail et reconnaître leur travail. Et d'ailleurs, heureusement, on a maintenant un programme de régularisation de certains demandeurs d'asile. Cela dit, on aimerait bien que ce programme-là ratisse beaucoup plus large. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus du programme, on va quand même être heureux pour ceux qui peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, peut-être je m'éloigne un peu de la question, mais c'est que vraiment ça a accru la vulnérabilité de certaines personnes. Au début de la pandémie, on disait
c'était une pandémie égalitaire, ça touchait tout le monde. Et là, on constate que non, pas du tout. Dans les quartiers les plus multiethniques, où il y a le plus de communautés culturelles, sont plus durement frappés parce qu'on est plus nombreux dans les logements, on travaille plus souvent dans les services essentiels. Un autre exemple aussi, il y a beaucoup de délais pour les formalités administratives. Les permis de travail, c'était jusqu'à 6-7 mois pour obtenir ça. Et parfois, il y a des gens qui ont dû arrêter de travailler. Ils ont perdu leur numéro d'assurance sociale parce qu'ils n'avaient plus de permis de travail. Et donc, ils n'ont pas eu droit à la PCU. Donc, c'est toutes ces situations-là, si on parle de discrimination peut-être involontaire, c'était pas voulu, mais ça affectait beaucoup plus des populations déjà vulnérables. Donc, c'est certains des impacts qu'a eu la pandémie sur l'interculturalité et sur la vulnérabilité de certaines communautés. Martin, moi, je pourrais peut-être juste le ramener au point de vue, par exemple, de l'éducation. La pandémie a aussi exposé tout ce qui pouvait paraître à nos yeux comme les inégalités. On savait déjà que ça existait, mais ça a vraiment exacerbé encore, ou ça a vraiment davantage mis en lumière. On sait qu'au début, ce ne sont pas nécessairement toutes les familles qui étaient équipées, par exemple, avec des ordinateurs, ou ça pouvait être des familles nombreuses, et puis les enfants devaient faire des cours à la maison qui ne sont pas dans la même classe, donc ils n'avaient pas assez d'outils pour que chaque enfant puisse suivre ses cours adéquatement. Et par exemple, des familles immigrantes allophones, l'école à la maison, on ne comprenait pas, ils ne pouvaient pas avoir accès au début aux ressources qui les aidaient. Donc, ça a vraiment touché à différents niveaux. Et les familles en situation de vulnérabilité, comme le disait Martin, mais ça s'est vraiment fait sentir. Alors, il y a quelques jours, on a eu des conversations avec le sommet aussi, je me rappelle, via le sommet pour un projet, le projet 4C que le sommet avait développé. Il a fallu distribuer des ordinateurs dans plusieurs familles, des communautés noires. Et puis, évidemment, on a dû élargir à certaines familles. Moi, je me rappelle, dans le quartier Villemar, Côte-Saint-Paul, on n'a pas seulement donné des ordinateurs aux familles de communautés noires. On a des familles de Bangladesh, on a des familles québécoises aussi, ou de l'Europe de l'Est qui en ont bénéficié parce que, justement, les familles n'étaient pas dotées d'outils informatiques ou même outillées pour essayer de faire des activités en ligne. C'était pas seulement pour l'école, mais on était tous confinés, mais peut-être socialiser, participer aux programmations virtuelles qui étaient disponibles. Alors, c'était ça aussi d'autres impacts de la COVID, en fait, auprès des familles. Tant mieux si la pandémie a pu ouvrir les yeux sur certaines problématiques aussi qui étaient vécues par les gens. Monsieur Savard, vous êtes certainement au courant qu'on parle de plus en plus de racisme systémique et du manque de diversité au sein de nos institutions. Quel serait votre message à ce sujet-là? Déjà, de cesser de nier que ça existe. Ça serait le premier message. D'ailleurs, il y a quelques années, le CSAI avait organisé une consultation sur la discrimination systémique. Et déjà, il y a beaucoup d'exemples assez clairs qui ont été présentés là. On a tous entendu parler de l'étude, là, vaut mieux s'appeler Bélanger que Traoré, qui démontre qu'on a le même CV, mais on a beaucoup plus de chances de se faire embaucher si on s'appelle Bélanger. Mais lors de cette consultation-là, il y a un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est justement à cause du manque de reconnaissance de certaines peut-être formations à l'étranger ou des préjugés liés au nom de la personne. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans du travail plutôt administratif se trouvent à travailler, des personnes immigrantes nouvellement arrivées, se trouvent à travailler dans des jobs manuels. Par exemple, dans les abattoirs, par exemple, dans les entrepôts et tout. Et donc, ces personnes-là ont des taux d'accidents de travail beaucoup plus élevés. Donc, on voit jusqu'où ça peut aller simplement cette discrimination-là, qui peut parfois être tout à fait involontaire. Parfois, les outils d'évaluation des compétences des personnes formées à l'étranger sont culturellement biaisés. Et donc, on ne laisse pas la chance aux personnes qui viennent d'autres cultures de bien démontrer leurs compétences. Et ça peut avoir des impacts jusque sur les accidents de travail. Donc, il faut cesser de se fermer les yeux et s'attaquer à ces questions-là le plus rapidement possible. Et oui, la diversité dans les institutions, c'est
très important et à tous les niveaux, même dans les organismes communautaires. Il ne faut pas seulement que les participants soient diversifiés, que le personnel soit diversifié, mais que le conseil d'administration soit diversifié. Dans les autres institutions également. Je suis sûr que dans les services publics, si on a des gens issus de différentes communautés culturelles, on va être plus ouvert. On va réaliser parfois certains biais, certaines difficultés auxquelles une autre personne n'aurait peut-être tout simplement pas pensé et on pourrait la régler plus rapidement. Donc, oui, il faut encourager par tous les moyens possibles une plus grande diversité à tous les niveaux des organisations. Mais ça, je crois que je n'ai pas à vous convaincre de ça. Tellement bien dit et tellement bien exposé, Martin. Oui. Par rapport à ça, parce que je suis convaincu. Ça aide. Auriez-vous un message à faire passer aux personnes des communautés noires du quartier, principalement aux jeunes? De ne pas hésiter à participer aux activités qui sont organisées et de nous suggérer des activités, de venir nous voir. On est très heureux de les accueillir et nous faire part de quels sont les enjeux auxquels ils sont confrontés, comment on peut les aider. Donc, venez nous voir, c'est ça le message que j'aurais à passer. Super. Puis en terminant, est-ce que vous auriez un souhait à formuler pour les prochaines années par rapport à la place du comité? Bien, comme je mentionnais un petit peu, c'est déjà pérenniser le comité, élargir la participation des organismes, mais aussi avoir plus de citoyens, encore une fois de toutes origines, qui participent à la fois au comité et aux activités qui sont organisées par le comité. Parce que je crois que vraiment, on a déjà réussi à démontrer son utilité, mais s'il y a une encore plus grande participation, on va aller encore beaucoup plus loin. Donc, c'est mon souhait. On le souhaite. Merci. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter, Claudia? Non, je pense que c'est bien dit. En tout cas, ça sera un souhait que je partage fortement avec Martin. Déjà, la pérennité du comité et idéalement devenir carrément un comité de la table de concertation qui soit comme non seulement un pont, mais aussi cet ange gardien qui s'assure qu'il y a vraiment des actions transversales et au sein de chaque communauté qu'on tienne compte de cette réalité-là. Et aussi par rapport aux jeunes des communautés noires, ou carrément des personnes de communautés noires dans le quartier, mais de s'impliquer. Souvent, c'est des gens qui ne vont pas s'impliquer. Oui, ils peuvent peut-être participer aux activités, mais il y a tellement de lieux d'implication, il y a tellement des activités. C'est des gens avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup d'expertise, et puis d'autres de leur pays d'origine. Ils ont eu des postes vraiment extraordinaires. Donc, c'est toujours des exemples, des expériences, dis-je, qui peuvent participer. Et puis, je pense qu'ils ont leur place dans le quartier. C'est leur quartier. Et puis, ils peuvent contribuer aussi à bâtir un quartier à leur image. Voilà. Parfait. Bon, donc, merci beaucoup pour cette conversation intéressante. C'est terminé pour nous. Donc, on tenait à vous remercier pour cette conversation puis tout l'apport que ça a apporté. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Martin. C'était très enrichissant et puis très bien présenté. Très agréable. Merci, c'est un grand plaisir pour moi. C'était très intéressant. Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.